toucher l'ordi. Un exposé en latin sous le titre Uno Obtutu Tanquam in Pictura. Vous avez la parole. Bon, merci. Alors, je précise tout de suite, ceci n'est pas une conférence. Et ce n'est pas non plus une performance artistique. Quand je dis ça, c'est parce que tout simplement, on n'a pas le temps de faire une conférence philosophique sur ce qu'on va présenter. Et l'important étant plus de le présenter précisément, puisque on a aussi... tu n'entends pas ? Puisqu'on a en un sens aussi... Voilà, c'est mieux comme ça. Retarder ce colloque aussi pour faire avancer ce projet et être en mesure de vous le présenter. Juste deux mots de transition avec ce qui a été dit tout à l'heure, puisqu'il va être question d'image ici, plus que de concept, a priori en tout cas, et on a rappelé que l'image n'est pas comme une peinture sur un tableau. En revanche, il y a bien quelque part une image de la pensée, comme disait Deleuze. On va voir que on va essayer de donner une autre image de l'éthique, à ceci près que quand même, je rappellerai juste... cette référence qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant à propos de Bruegel et de Hoch, c'est ce que disait Schopenhauer à propos de 1910 à la Galleria Dore Pamphili quand il a découvert. Il remarquait qu'une peinture ne parle pas et qu'elle est vraiment muette. Et il y a tout un préambule sur l'idée que donner la parole à la peinture représente un grand danger, qu'il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Il y a toute une réflexion qui me paraît très intéressante quand on aborde des images, surtout en peinture. Bon, qu'est-ce qu'on va présenter ici? On va présenter au fond un nouvel objet, une nouvelle image de l'éthique. Et pour vous y introduire, je partirai de mon expérience personnelle, si ça ne vous embête pas, et en vous racontant une petite histoire très rapide. Quand j'étais moi-même aux Beaux-Arts il y a longtemps, je m'intéressais évidemment à la philosophie. Et à l'époque, je fabriquais des petites sculptures conceptuelles, on va les appeler comme ça, qui représentaient les systèmes philosophiques. J'avais offert ça à mon professeur de l'époque, qui était resté assez perplexe, je dois dire. Et je faisais aussi je lisais à l'époque le Tractatus de Wittgenstein, et j'avais à l'époque photocopié tout le Tractatus et l'avait appliqué sur le mur de ma chambre. Ça prenait toute la paroi. Et ainsi, on voyait comme se déployer tout le Tractatus sur une seule page, si vous voulez. Hein. Et puis, je me suis amusé à faire ça avec l'éthique de Spinoza. Là, il fallait plus d'espace, on prend plus de place. Et puis, avec une règle, je me suis amusé à faire ce que j'ai trouvé ensuite sous la plume de Pierre Macheret dans l'appendice à son commentaire à la première partie de l'éthique, toutes les arborescences, ça marche plus, les arborescences au crayon, hein, ce qui donnait une espèce de toile, on revient à la toile d'araignée de Spinoza. Arrivé à Paris, j'ai offert ça à Bernard Potra, qui faisait un cours tous les mardis à l'ENS Ulm, qui avait mis ça dans son bureau, et ainsi de suite. Quelques années plus tard, c'est là que j'ai rencontré Patrick Fontana, qui est artiste, donc une sympathie évidemment immédiate, et qui m'a dit qu'il travaillait lui aussi à s'intéresser surtout à mettre en dessin des concepts. Il m'avait raconté qu'il écoutait des cours au Collège international de philosophie et que, notamment sur un cours de Jacques Rancière, il avait exécuté il ne prenait pas des notes, il faisait des dessins. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Puis on est venu à parler de l'éthique, et il m'a parlé du projet qu'il va vous présenter sous peu. Alors, maintenant, sortant de la petite histoire, essayons d'encadrer dans une histoire un peu plus grande, celle plus exactement, du maniement, du traitement du texte qui a été fait de l'éthique de Spinoza, au moins depuis les débuts des années 70. Parce que là, on a un certain recul, et on sait que, par exemple, notre manière d'aborder le texte a beaucoup changé ces 30 dernières années, notamment avec l'apparition des premiers lexiques. On peut au moins rappeler celui de Emilia Giancotti Boscherino, le Lexicon Spinozam, qui a été fait à la main. Ça a l'air aujourd'hui incroyable, le temps qu'on a pu passer pour faire ça, auquel on suivit toujours dans les années 70 de Guéret, Robinet, Tombeur, Spinoza éthique à correspondance index liste de fréquences stable comparative,
et également le premier index informatisé que Pierre François avait composé pour le traité politique paru en 1979, si je ne me trompe pas. À la suite de ça, il y a eu évidemment l'informatisation des textes de Spinoza, de l'éthique en particulier, si bien qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, qui s'appuient eux-mêmes en publiant les textes sur les études lexicographiques qui ont été faites notamment par les Italiens à l'Essico Intellettuale Europeo des années 90, ce qui fait qu'aujourd'hui on dispose d'un texte qui n'est plus du tout celui dont moi-même je disposais quand j'étais étudiant et que je me figurais d'une certaine manière, avec l'aide d'une vision, disons, picturale, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un texte qui n'est plus un livre, déjà. Bien, on a toujours un manuel dans la poche. Mais enfin, si on veut travailler sur l'éthique, on travaille à travers des supports, des instruments informatisés, ou par exemple, je fais un exemple parce que c'est encore hier qu'il est apparu très clairement, aujourd'hui personne n'aborde l'éthique sans faire une recherche, comme l'avait fait Ariel très bien sur le mot art, une recherche lexicographique, en regardant simplement les occurrences, le sens dans lequel est employé un terme. C'est devenu un quasi préalable à toute recherche sérieuse sur le texte, avant même de s'interroger sur la chose, comme a très bien rappelé Ariel. Donc c'est dans ce contexte que se poursuit, je crois, avec notamment l'apparition des Digital Humanities, c'est-à-dire toute cette quantification, cet art cette science de la quantification appliquée aux sciences humaines, que le projet Ethica que Patrick a intitulé du travail sans obstacle, pour en dire deux mots tout à l'heure, puisque hier, on parlait d'éthique comme une manière de rendre plus facile, alors Ariel n'était pas d'accord, mais une manière de rendre plus facile un chemin. Alors je ne sais pas si c'est ce sens-là qu'avait retenu Patrick, mais disons que ce projet qu'on va présenter ensemble ici, Patrick et Vincent, s'inscrit quand même dans cette histoire de l'informatisation des textes. Et c'est en cela qu'il présente une nouvelle éthique qui n'est pas simplement à lire, comme on lit le texte, mais d'abord à voir. C'est peut-être la première fois où vous allez voir un objet en 3 dimensions, virtuel, comme on dit aujourd'hui, de ce qu'est l'éthique, et probablement de ce qu'elle était l'éthique virtuellement dans la mens qu'il a produite, puisque vous allez voir toutes les arborescences, tous les parcours, toute la traçabilité des chemins possibles dans l'éthique sont contenus a priori dans l'objet que vous allez d'abord voir avant même de pouvoir lire. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent un peu mon intérêt pour Spinoza, tout ça m'a fasciné, puisque j'ai l'impression que si ce projet commence à fonctionner, il peut réserver des surprises, il peut réserver aussi, par exemple, d'autres manières de travailler le texte, d'autres manières de le voir, de le lire, et donc aussi de le comprendre. Je reviens à cette idée, cette relation entre le concept et l'image qu'on fréquente pendant ce colloque. Je ne pense pas qu'elle est si anodine et si indifférente que cela. Et ça, je l'encadre aussi dans un thème qui était cher aux années 70, c'est-à-dire toute cette philosophie de l'écriture qui s'intéressait, je pense par exemple à Jagudi, la raison graphique, ou même les travaux de Derrida, qui s'intéressaient au fond à lire, mais est-ce qu'il n'y a pas un impensé dans l'écriture, dans la manière de voir, précisément, une pensée que nous sommes habitués à lire. Voilà toutes les certaines problématiques qui me paraissent intéressantes. Je terminerai notamment sur cette idée de tableau de la pensée, ou de cartographie de la pensée, ou de traçabilité par le menu de la lecture de l'éthique, de notre compréhension de l'éthique, puisque cet objet informatique permettra aussi de conserver, non seulement de tracer une lecture, mais aussi de conserver le cheminement à travers l'éthique du lecteur, et éventuellement de le confronter avec celui des autres. Ça me fait penser, et j'arrête là, aux vidéos que nous avons vues hier sur les métronomes, chacun battant son rythme avec toutes les autres métronomes ensemble. Et l'ensemble donne à entendre de la musique, peut-être, je ne sais pas, en tout cas des
des cheminements que l'oreille entend, écoute. Voilà, tout, je pense que à quoi peut donner lieu ce type de travail. Je m'arrête là parce que c'est déjà été trop long, parce que ce qui est important, c'est qu'on voit ce qui est en jeu, et surtout qu'on ait un peu de temps pour en discuter et que vous posiez les questions, et éventuellement on reviendra sur ces enjeux philosophiques dans la discussion. Au lieu de les poser avant, il vaut mieux peut-être les poser après. Merci. Patrick. Merci Lorenzo. Pour commencer, je voudrais remercier Pierre-François Moreau et Lorenzo qui nous ont invités à vous présenter donc cette application en devenir, en développement. Comme il l'a dit, je suis artiste. Ces dernières années, j'ai travaillé à déchiffrer sous forme de notes dessinées des séminaires de philosophes ou à traduire visuellement des livres comme Le Capital de Marx ou Les frontières de la citoyenneté en Europe de Christophe Bertossi, ou bien à accompagner visuellement de la poésie, celle de Gerasim Luca et Baudelaire. À chaque fois, le texte inspire et déploie le travail plastique, dessin, installation, vidéo-performance. Entre tous, l'éthique de Spinoza est le texte qui m'a bouleversé et procuré une grande joie. Une rencontre aussi forte avec un texte m'a interrogé et mis au travail. Ma proposition visuelle se devait de répondre à la façon dont le texte se bâtit selon l'ordre géométrique d'Euclide. Le choix de l'application numérique s'est rapidement imposé. Cette fois, je n'entendais pas interpréter un texte, mais simplement l'exposer de façon innovante. Le rapport à l'éthique ne peut être qu'individuel. L'application numérique donne des outils et laisse une liberté totale d'usage à l'utilisateur, favorisant ainsi son parcours personnel à l'intérieur de l'œuvre. La liberté de penser et d'agir me semble être un des enseignements essentiels du texte, et c'est cette expérience que je veux partager avec le public, savant ou non. Ethica sera construite avec des logiciels open source et disponible gratuitement sur Internet. Depuis le début, la rencontre avec les philosophes qui œuvrent sur Spinoza a été décisive, en France comme à l'étranger, et c'est leur confiance qui me porte et me soutient. Grâce à eux, j'ai pu placer ce projet au cœur de la recherche scientifique sur Spinoza. À l'heure actuelle, Ethica fédère 84 philosophes de 18 nationalités différentes, parlant 11 langues. Ce n'est pas fini puisque le projet vise 100 philosophes. La diversité des langues est une des forces d'Ethica. Lorenzo Vinciguerra m'a ouvert les portes de son laboratoire. J'y suis désormais artiste associé. Lorenzo Vinciguerra est le conseiller scientifique d'Ethica. Il contrôle et valide avec le comité scientifique les étapes successives du projet afin qu'elles répondent aux critères scientifiques requis pour l'édition des textes. Le comité scientifique est composé de Julie Henry, Laurent Boff, Pierre-François Moreau et Lorenzo Vinciguerra. Comme vous le savez, le texte original en latin a été conçu comme un entrelac de sens et il se compose de 932 textes ou items. Ces items sont reliés les uns aux autres, soit par référence, soit par utilisation. L'ensemble des items et de leurs connexions établit une des hiérarchies du système spinoziste. C'est autour de cet ensemble complexe que l'application prend forme et se construit. Bon. Voici le premier outil de l'application, le graphique Ali pour All Liaison. Et c'est Vincent Rioux qui en est le concepteur et qui va nous l'exposer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis le responsable du pôle numérique de cette école qui vous accueille aujourd'hui. Et je vais donc essayer de vous faire une petite démonstration de ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers temps. Donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Voilà, je vous montre ça.
Donc une des difficultés avec l'éthique, comme l'a souligné Patrick, c'est de pouvoir représenter plus de 900 items. Donc au début, on avait pensé, effectivement, comme tu le montrais, un plan en 2 dimensions, et petit à petit, c'est manifesté l'intérêt en fait, de tenter une représentation 3D sur un écran, mais potentiellement dynamique, en mouvement, et surtout interactive. Donc il se trouve que l'éthique se prête bien à un traitement, disons, inspiré par l'hypertexte, hein, qu'on connaît tous avec le World Wide Web. Mais là, il ne s'agit pas vraiment d'une œuvre ou d'un travail nécessairement en ligne, mais il peut l'être également hors ligne. Donc là, nous, on s'est principalement concentré sur l'aspect graphique et interactif. Donc l'idée, premièrement, c'est de simplifier l'accès à toutes les parties de l'éthique. Donc ces parties et tous les items composant l'éthique. Donc les 5 parties apparaissent ici avec 5 anneaux, vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je peux zoomer. Donc ce sont des anneaux qui sont ouverts pour la simple et bonne raison que donc les éléments, les items, qui apparaissent avec une nomenclature que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Donc le premier est ici, la définition 1 de la première partie. Puis on va trouver la préface de la deuxième partie, etc. Voilà. Donc là, je ne représente évidemment que les en-têtes en fait, de chaque item des parties. Je peux les cacher et à ce moment-là, on voit apparaître le réseau, donc des entrelacs de toutes les connexions qui existent explicitement dans l'éthique. En fait. Donc un objet qui a sa propre esthétique, à notre sens. Donc évidemment, hein, ce genre de dessins sont des formes qui sont générées informatiquement, donc qui procèdent d'un calcul préalable, avec des géométries qui sont connues, arcs de cercle et courbes de différents types. Donc je vais essayer maintenant de vous démontrer l'utilisation notamment des codes couleurs. Donc je vais cliquer, parce que je peux cliquer en fait, donc c'est une forme 3D cliquable, difficile à faire par exemple sur une page hypertexte, hein. Et vous montrer un petit peu le code couleur. Donc là je viens de cliquer sur indef1. Définition 1. Voilà, donc définition 1 de la première partie. Et vous voyez que cette définition est utilisée par 3 autres items qui sont représentés en vert. Donc j'ai utilisé l'anglais de temps en temps, parce que c'est assez concis. Et par exemple, évidemment, je peux aller de proche en proche, donc avoir une lecture en fait par lien de l'éthique. Donc des choses qui existent déjà, mais là ici qui sont représentées. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que en fait, quand vous y sélectionnez l'item, vous avez automatiquement le texte en latin qui lui correspond et la connexion entre le texte et les items se fait automatiquement. C'est le premier outil donc, de l'application qui va amener à d'autres possibilités, y compris les vidéos. J'y reviendrai. Du coup, les items qui apparaissent de couleur magenta ou mauve apparaissent automatiquement en tant qu'élément se référant à l'élément courant qui apparaît de couleur rouge. Voilà. Donc je peux me déplacer de proche en proche, par exemple. Voilà. Après, je vais faire ça. Je vous montre simplement. OK. Et un P15. Donc éventuellement, on a un texte qui peut être assez long. Et effectivement, on retrouve les éléments auxquels il se réfère, comme des liens qu'on connaît tous sur le réseau. Donc en cliquant sur ces liens, je peux également en fait, naviguer. Donc, il y a une cohabitation, une coexistence en fait, à la fois d'éléments graphiques qui sont interactifs
et d'un texte du type hypertexte. Pour user d'une analogie, on pourrait dire qu'on navigue dans le cerveau de l'éthique, c'est-à-dire que sont toutes les connexions textuelles que Spinoza a laissées dans son texte. Hein. Bon, donc je reviens quand même sur la difficulté principale qui nous a amené à cette forme-là, c'est comment représenter un grand nombre d'items dans un endroit, sur une surface réduite. Je vais prendre l'exemple de la proposition 3 de la partie 2, la proposition 13, pardon, de la partie 2, voilà, qui apparaît, alors c'est un peu... Parce que, voilà, je vous montre quand même... Physique de Spinoza. La petite physique, donc qui apparaît en fait comme une courbe extérieure qui vient en fait orthogonalement aux anneaux, et donc qui permet de représenter de façon assez condensée un grand nombre d'items qui est associé à cette proposition. Voilà, je ne vais pas insister, je n'ai pas le temps, je vais simplement terminer en vous montrant aussi donc les potentiels j'allais dire extension du dispositif, puisqu'on ne va pas en rester là. Ça, c'est une des parties. Patrick va montrer tout un tas de choses. Et c'est un prototype, donc il va être augmenté de menus, donc avec des possibilités d'avoir des lectures déjà préparées, où vous pourrez avoir aussi l'ensemble par exemple, de toutes les scolies ou l'ensemble de tous les corollaires, l'ensemble des propositions qui n'ont pas de relation ou celles qui en ont beaucoup. Donc voilà, on essaiera de constituer au fur et à mesure pour l'utilisation assez pratique de cet objet, de cet outil, pour avancer et découvrir au fur et à mesure le travail. C'est une vision d'ensemble et le projet, lui, va petit à petit rentrer dans l'éthique. On a quand même fait déjà des liens avec des choses quelque peu extérieures à l'esthétique que vous avez vu là actuellement. Donc c'est notamment l'intégration du corpus de vidéos qui sera tourné dans le projet, qui est qui est un gros travail. Voilà, qui est un endroit essentiel. Voilà. Alors, il suffit de cliquer sur le bon. Etica parte terza, quarta definizione. L'idée, c'est vraiment de constituer donc un plan dans lequel éventuellement cette forme peut même être autonome, animée. Nella quale la mente resta ammaliata, poiché questa immaginazione plusieurs éléments en fait non ha coexistent. alcuna connessione. Donc la sélection d'un item va vous permettre de voir directement ces connexions et va appeler aussi les vidéos qui correspondent. Donc ça sera la lecture de cet item par un philosophe et des commentaires. Cioè perché le immagini di quelle cose sono tra loro concatenate. Donc, là, évidemment, la nomenclature et la relation avec les autres items sont rigoureusement celles du texte original, et donc il sera évidemment à un moment donné où on aura besoin d'une validation, et donc que ça soit exactement ce qu'il en est. On s'est basé sur déjà un travail fait par Baptiste Mélès, qui a déjà, sur Spinoza Base, qui nous a permis d'avancer plus vite. Donc je le remercie. Les philosophes invités sont acteurs d'Etica. Ils enregistreront plus de 250 heures de vidéos, lectures et commentaires de textes. Chaque philosophe invité choisit 5 items et développe un concept fort de l'éthique filmé en vidéo. Plusieurs philosophes peuvent choisir un même texte, ce qui ouvre le débat. L'utilisateur pourra ainsi suivre un concept à travers un ou plusieurs philosophes et même aborder d'autres concepts. Il ne sera pas seul, mais accompagné. Le ou la philosophe est face caméra, on peut mettre la photo, pour 15 minutes environ, sans idée de formatage. Les lectures et les commentaires des 4 premières parties de l'éthique sont filmés en intérieur chez le philosophe dans son pays. Les textes choisis dans la 5e partie de l'éthique sont tournés en extérieur nuit, dans un lieu choisi par le philosophe. Les vidéos des commentaires ne seront pas sous-titrées. Une fenêtre proposera automatiquement les 11 traductions disponibles. La réunion de ces commentaires par Etica constituera un recueil inédit des recherches spinozistes du début du XXIe siècle. Je voulais faire une aparté sur l'utilisateur.
L'utilisateur est universitaire, étudiant, mais aussi simple particulier. Découvrir, comparer, annoter sont les exigences d'un lecteur motivé par l'étude d'un texte savant. Ces exigences sont au cœur de la relation que je souhaite installer entre l'utilisateur et Etika. L'utilisateur aura la faculté d'enregistrer son chemin à chaque utilisation de l'application. Il pourra collectionner dans un espace dédié des passages de texte, des vidéos, des copies d'écran qu'il pourra relire et recomposer comme il l'entend. Etika propose une autre visualisation de l'éthique avec un nouveau graphique, le contrepoint rigoureux, ou CPR en 2 dimensions. Le contrepoint rigoureux, tel une partition de musique, attribue à chaque item une durée, révélant ainsi la permanence de chaque item tout au long des 5 parties de l'éthique. La durée de chaque item correspond à son utilisation dans le texte. De plus, Spinoza, démontrant chaque item à partir d'autres dans un ordre précis, en particulier dans les démonstrations, le contrepoint rigoureux permet d'approfondir et de détailler cette hiérarchie. L'utilisateur retrouvera dans le CPR l'item qu'il aura précédemment sélectionné, ainsi que ses connexions, mais cette fois dans l'ordre décrit par Spinoza. Pour réunir au plus près l'item sélectionné et ma proposition visuelle, il m'a semblé intéressant de partir de la syntaxe latine pour présenter l'item sous la forme de projections numériques. Ces projections numériques sont composées de points liés dans l'espace. Chaque point correspond à un mot ou à un groupe de mots de l'item. Cette division par points rend visible la structure logique de la phrase elle-même. La projection est en constant mouvement. L'utilisateur peut s'en emparer et la déformer. À chaque instant, elle revient à ses constantes de départ après avoir absorbé les variations extérieures. Elle persévère dans son état initial. Ce travail utilise les compétences de philosophe latiniste. Julien Henry a découpé quelques textes pour moi et je l'en remercie. Les 48 définitions générales des affects forment elles aussi des projections numériques différentes des autres items. Elles seront regroupées dans un tableau interactif que j'ai nommé la palette des affects. Les projections numériques de la palette ont des couleurs déterminées. Les 3 projections numériques des affects primaires telles que définies par Spinoza auront comme couleur rouge pour le désir, bleu pour la tristesse, jaune pour la joie. Restent 45 affects dont les teintes mélangeront les 3 couleurs primaires. Ces 48 définitions des affects viendront teinter les autres items en relation avec elles. Ainsi, la sélection d'un item permettra 1. De découvrir la position et les connexions de l'item dans le texte avec Ali. 2. De lire son texte. 3. D'écouter la lecture de ce texte. 4. De comprendre son sens au moyen des commentaires des philosophes. 5. De connaître sa durée d'utilisation dans l'ensemble des 5 parties avec le contrepoint rigoureux. 6. De comprendre sa structure à partir de sa projection numérique. Etika saura augmenter d'autres voies, destinées à accompagner les philosophes. Avec Lorenzo Vinciguerra et Nathalie Chouchan, nous avons mis en place 2 ateliers pour des personnes non érudites, mais passionnées par la découverte de l'éthique, de façon à travailler plus particulièrement sur les définitions des affects dans la 3e partie de l'éthique. La juxtaposition des chercheurs et des lecteurs renforcera Etika comme outil pédagogique ouvert à tous, esthétique et philosophique. Les 2 groupes sont les étudiants en Master 2 du CRAE de l'Université de Picardie Jules Verne, cet atelier est conduit par Lorenzo. 2. Les migrants en apprentissage du français langue étrangère à l'atelier formation de base d'Emmaüs à Paris.
Ils sont de tous âges, de toute nationalité et de tout niveau d'études. Ils y explorent la langue française dans sa complexité et y expriment leur personnalité et leurs attentes. Je dirige cet atelier depuis 5 ans. Nathalie Chouchan m'a rejoint cette année pour travailler sur l'éthique. Dans ce cadre, chaque personne choisit un affect et prépare un texte. Ce texte est débattu avec l'ensemble du groupe. La personne peut alors retravailler son texte en français et dans sa langue maternelle. Par la suite, ce texte est enregistré. L'utilisateur aura donc un ou des enregistrements sonores à sa disposition, en plus des commentaires des philosophes. À ce stade, Éthica en 11 langues sera augmentée par les langues de ce public non érudit qui parle le persan, le chinois, le soninké, le vietnamien, l'arabe, le roumain, etc. Ces 2 ateliers ont commencé en 2014 et nous ferons en sorte qu'ils durent aussi longtemps que la production d'Éthica, ce qui permettra un grand nombre d'enregistrements. Éthica proposera également des vidéos appelées extérieures nuit. Les extérieures nuit sont des vidéos accompagnant les lectures et les commentaires. Elles rejoignent des déambulations dans la nuit par lesquelles les philosophes nous font découvrir leur pays. Elles veulent ancrer la philosophie dans le paysage des mondes traversés. Éthica se veut un outil informatique non captivant, avec des trous, des manques, engageant une vacance de l'esprit, une invitation au rêve et à la réflexion. Les 100 philosophes invités agenceront, comme ils le souhaitent, le contenu d'Éthica. Il y aura donc des items non sans commentaire, sans projection numérique. Avec mon coproducteur Emmanuel Ries, nous cherchons activement d'autres partenaires financiers pour ouvrir la phase de production d'Éthica, qui, nous l'espérons, sera effective cette année pour une durée de 3 ans. Un des premiers chantiers sera de filmer les 100 philosophes dans leur pays. Le deuxième chantier sera de mettre en place une plateforme de rédaction collaborative permettant de développer l'échange des traductions entre philosophes et traducteurs et ainsi de se dégager du traditionnel anglais-français. Éthica du travail sans obstacle est un projet de longue haleine, y compris dans son financement, mais comme me l'a écrit M. Henri Atlan, « Prenez tout votre temps, Spinoza est de toute façon sous une espèce d'éternité ». Je vous remercie. Il nous reste quelques minutes pour poser des questions. Peut-être que pour gagner du temps, on peut faire d'abord toutes les questions et ensuite peut-être certaines, comme elles se recouvreront en partie, et vous répondrez à toutes à la fin. D'accord. Alors, qui a des questions? Tu me donnes ton prénom? Oui. Merci. Merci, très fascinant. Est-ce que vous avez pensé à un développement dans l'espace matériel de votre projet, notamment dans les domaines de la sculpture, avec les imprimantes 3D qui sont aujourd'hui très accessibles, et la réalité virtuelle qui, ce n'est qu'une question de temps, vous permettra bientôt de marcher dans l'éthique avec le corps et non seulement avec l'esprit, disons. Et puis, ma deuxième question, qui relève plutôt de la science-fiction que de l'histoire de la philosophie, mais je suis sûr que cela ne vous effrayera pas. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ça, on pourra un jour voir dans les textes de l'éthique quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'ici? Tu veux pas qu'on réponde? Si tu veux. Je vais répondre rapidement. Grazie Filippo. Alors, la première question, c'est très facile et elle tombe à propos parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est que nous sommes associés à l'UPJV avec un laboratoire d'ingénierie informatique qui est le MSI, qui est dirigé par El Mustafa El Mouadib. MIS. Le MIS, c'est ça. Et il se trouve qu'il n'y a pas plus tard que 2-3 mois, nous avons pas mis au point, mais projeté justement d'insérer Ali
dans un programme informatique qui s'appelle d'immersion, c'est-à-dire c'est une projection dans une chambre close, hein, où effectivement le projet qui sera présenté à Amiens, je crois la première fois, quand il sera mis en place, c'est de pouvoir pas naviguer, mais se promener physiquement, de passer, déambuler, on va dire, dans cette pièce, ou dans ces 5 pièces, si vous voulez, et les couloirs qui vont avec, comme ça tout le monde est content. Voilà pour la première question. La deuxième c'est l'enjeu, c'est toute la question. C'est-à-dire, si c'est la question, c'est quel est le rapport entre la question qui nous vient au moins du schématisme kantien, qui nous vient de Cassirer, qui traverse tout le XXe siècle jusqu'aux années 70. Qu'est-ce que, au fond, le concept doit à la forme, et qu'est-ce que la forme, comment la forme plie au concept? Nous sommes dans une transformation qui nous transforme nous-mêmes. Moi, je ne suis pas un expert en informatique, mais je constate en philosophe, si vous voulez, que les pratiques changent du fait de, non seulement les pratiques artistiques, ça c'est une évidence, il suffit de regarder ce qui se passe, hein, même dans cette école, qui pourtant est très classique. Mais même les philosophes eux-mêmes changent leur pratique d'accès au texte, à la bibliographie, aux commentaires. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais à la bibliothèque. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en ligne. L'intertextualité est une réalité qui modifie les pratiques. Donc, pour répondre à la question rapidement, c'est toute la question, je crois, vraiment philosophique de qu'est-ce qu'une image de la pensée, en quoi cette image modifie la pensée elle-même. Et du coup, on ne peut pas faire fi du texte et de la manière dont on le pratique, tout simplement. On ne peut pas présager de l'avenir, on ne peut pas décider à l'avance précisément ce qu'il en sera. Pour simplement aussi répondre, c'est de dire que je pense que cette dimension-là, elle se fera aussi avec le dialogue avec les philosophes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je suis artiste, donc j'y vais aussi tout doucement. Donc je dois aussi avoir, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce dialogue avec vous pour voir les limites ou les possibilités de cette visualisation, de simplement cette proposition visuelle qui, moi, m'intéresse parce que, comme je l'ai dit, j'ai été touché par ce livre, mais je ne savais pas trop pourquoi. Donc pour moi, ça va avec l'ensemble du projet. Quelles seront les limites? Ça sera, je pense, dans le dialogue qu'on pourra... Si je peux juste ajouter un mot, c'est la question de la multitude, ou de on parle d'intelligence collective aujourd'hui, mais enfin, la question de la multitude des lecteurs appliquée à un même objet qui n'est pas qui est un objet partagé, en fait, vous avez bien vu, repose des questions aussi dans la formulation, dans la manière de savoir, de partager un savoir, de le produire. J'ai pas de réponse a priori, hein, mais la question se pose. Moi, je voulais juste aussi aborder la question des impressions numériques, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais il me semble quand même que dans ce type de projet, bon, d'une part, on aurait du mal à faire, parce que c'est très compliqué d'imprimer un réseau de ce type-là. Ce serait peut-être plus simple de faire ça avec des fils tendus, enfin, travailler une sculpture peut-être un petit peu différente. Mais il me semble quand même que la virtualité de ce qu'on vient de voir, elle est intéressante. C'est intéressant d'aller au fond de la possibilité de projeter en fait l'algorithme, puisqu'au fond il s'agit de code informatique, tout ça, mais de le projeter sur une surface sensible qui serait principalement visuelle et interactive, et en mouvement. Et on en est encore, je dirais qu'au début, c'est-à-dire que là on a une forme géométrique qui est intéressante, on a la possibilité d'afficher du texte type hypertexte, et puis on a la possibilité de mettre en mouvement cette forme. Mais je pense qu'il y a encore des développements, il s'agit de creuser plutôt dans la virtualité offerte par l'écran d'ordinateur actuel. Moi, personnellement, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, parce que finalement, ce sont des objets qui nous sont aujourd'hui extrêmement familiers, mais dans lesquels on a encore beaucoup de choses à trouver, il me semble. Faut appuyer. Oui, non.
Non, Patrick m'avait expliqué un peu son projet, je connais un peu. Et au début, j'avais eu un peu peur, là, tout à l'heure, parce que je me suis dit, tiens, c'est une sorte de lecture cybernétique de Spinoza. On va d'un endroit à un autre, item, enfin, on est conduit par un réseau surdéterminé, tout ça. Et en fait, je découvre un truc assez étonnant, c'est que parce qu'il y a quelqu'un qui parle, Tim Ingold parle des lignes pressées, quoi, qui vous emmènent d'un endroit à un autre. Hein, on ne porte pas beaucoup d'attention à l'endroit qu'on traverse, enfin à l'espace qu'on traverse, au lieu, ce qui fait lieu. Et là, et puis il les distingue des lignes promeneuses, qui sont des lignes qui ont une consistance à partir des endroits traversés. Et ce qui est très drôle avec ces projets-là, c'est que finalement, en effet, c'est un truc hybride, on est déterminé par une sorte de proposition, hein, des connexions, et en même temps, il y a des sortes de balades, parce que c'est entre un endroit et un autre, il y a des lectures, il y a des commentaires, et puis il y a des mondes, quoi. Donc pour revenir à l'histoire des science-fiction, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça serait vraiment un objet parfait pour des extraterrestres dans 1000 ans, quoi, hein, qui voudraient voir qu'est-ce que c'était Spinoza dans les mondes terriens, quoi. Donc voilà, je trouve ça excellent. Non, pas de réponse. Il n'y a pas d'extraterrestre. Il y a pas de On ne sait jamais. Autre question? Oui. Merci. D'abord, merci beaucoup pour ce projet très à la fois incroyable et pour ma part que je trouve très émouvant en fait. Je me demandais, pour vous rajouter un petit peu de travail, si vous envisagiez qu'après toutes ces étapes, il puisse y avoir un espace interactif ou non d'ailleurs, où pour chaque proposition, les scientifiques puissent aussi donner des références bibliographiques, en fait. C'est-à-dire parce qu'il y a des passages de l'éthique qu'on retrouve commentés dans tel et tel article, dans tel et tel ouvrage, à telle page. Ça, ce serait plutôt intéressant pour les scientifiques, mais ce serait aussi une ressource bibliographique extraordinaire. Tu veux répondre sur Je vais bien dire deux, trois choses. D'une part, on essaie de viser quand même un objet clos dans ce que vous venez de voir. C'est-à-dire une application close. On profite du fait que l'éthique aussi soit à peu près stabilisée, il me semble. Voilà, c'est ça pose encore probablement des petits problèmes. Mais bon, ouais, c'est quand même, c'est quand même l'idée. Et donc ce que vous venez de voir là plutôt, c'est une tentative vers ce but-là. Ce qui ne nous empêche pas de penser à évidemment une plateforme qui, elle, profiterait plutôt du web. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette application n'est pas nécessairement en ligne. Et même, on revendique le fait qu'elle puisse être hors ligne et on pense que ça a de l'intérêt, encore aujourd'hui, malgré tout. C'est pas si facile à défendre aujourd'hui, je pense. Mais évidemment qu'elle puisse se connecter ou en tout cas renvoyer vers un site voisin ou compagnon qui serait lui plus à même en fait de relier effectivement des ajouts, une communauté scientifique. Donc le projet du coup est un peu ambitieux, mais ça se fait aussi. Ça paraît raisonnable aujourd'hui de penser à ça. Mais ce serait sous une autre forme. Là actuellement, il y a de l'interactivité, mais il y a une certaine passivité. C'est-à-dire que par exemple, le clavier n'est pas vraiment opérant. On ne va pas faire de recherche. On cherche plutôt des trajectoires à l'aide de la souris. On pourrait imaginer effectivement d'autres interfaces, mais pour le moment, on relègue plutôt à la plateforme web tout ce qui serait donc ajout textuel via un clavier ou la voix. Enfin, je ne sais pas. On peut imaginer tout un tas de choses. Voilà. Oui. Je veux juste ajouter une chose parce que je recueille tout à fait la question qui a été posée parce qu'elle a été aussi en débat entre nous avec Patrick, puisque c'est quand même, ça fait 2 ans qu'on travaille. Cet objet s'est modifié dans le temps. Il n'a pas été conçu il y a 2 ans, puis voilà le résultat. Non, lui-même se transforme dans sa conception. Et la question que vous posez, à savoir si l'éthique est un objet clos ou pas, ça c'est une vraie question, à savoir est-ce que l'éthique c'est un nœud
un nexus, un complexe de nœuds. Et pour reprendre Matron, on pourrait dire qu'on pourrait continuer à nouer, dénouer, et augmenter cette toile, hein, qui est virtuellement infinie, et produire du spinozisme à venir. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on ne va pas vers la composition, l'éthique, le texte de l'éthique, c'est un objet clos. C'est-à-dire, il y a tant de propositions, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, elles sont toutes absolument nécessaires, elles ont toutes une logique, c'est une œuvre d'art, en un sens. C'est un château de cristal, comme l'a défini un commentateur, sans aller jusqu'à Borges, qui parle de constellation. Mais n'empêche que c'est un objet fini. Maintenant, là, il y a tout ceci. Alors, c'est encore en débat. Je ne sais pas. Il y a des choix à faire où on s'arrête, où ça continue tout seul. Quels moyens on donne pour que ces nœuds se fassent ou se défassent. Là aussi, je pense qu'à l'heure actuelle, il me semble, il n'y a pas de réponse tout à fait définitive. Oui, et puis la plateforme, elle demande aussi un autre travail en soi, mais l'idée que les utilisateurs pourraient échanger aussi leur propre chemin dans l'application est une possibilité, d'avoir effectivement toutes les informations de présentation de chaque philosophe pourrait être intéressante aussi sur le web et pas dans l'application. Donc voilà, ça serait... et puis aussi, on a un problème technique, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné alléger le programme pour qu'il puisse fonctionner sur toutes les plateformes. Donc voilà, il faut... J'ajoute juste une chose, qui est mon grand souci dans cette histoire, et ça a été pas le conflit, mais au contraire l'alliance qui a été faite entre l'artiste et le philosophe, si vous voulez, c'est qu'il faut absolument que cette base soit scientifiquement absolument rigoureuse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on remercie Pierre-François qui on va se baser sur son édition. Oui, tu vas le faire. On va se baser sur son édition de l'éthique qui n'était pas encore parue. Tu nous diras quand elle paraîtra. Sur papier. Mais justement, si le texte était déjà stabilisé, mon édition serait dans les vitrines. Ça, je ne sais pas. Bon, disons qu'il y a l'espace papier dont Etica n'a pas besoin. Mais disons, l'idée, c'est que cet objet soit vraiment commun à une multitude à la fois de savants, de philosophes ou d'universitaires, et de n'importe qui. Hein, je ne veux pas dire que ça va remplacer le manuel, que ça va remplacer l'éthique en papier, mais ça sera un autre texte. Ça oui. Ça ne sera plus l'éthique en papier. Par rapport aux livres, d'ailleurs, il y aura plein de livres en fait dans cette application, parce qu'on va filmer les livres des philosophes. Et quand je vous parlais d'aller voir et rencontrer ces philosophes chez eux, c'est pas simplement pour leur demander juste un commentaire. Donc c'est aussi de les rencontrer. Donc de voir à la fois leur monde. C'est pour ça qu'il y aura ces vidéos qui viendront aussi accompagner, si on voudra. L'utilisateur aura le choix de les regarder ou pas. Hein. Mais ces livres, ils seront filmés. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de faire un livre augmenté de l'éthique. Je suis vraiment dans l'idée d'une proposition visuelle pour se saisir de ça, mais en tout cas, je ne revendique pas l'idée de faire un livre. Voilà. C'est pas mon travail. Oui. J'avais deux questions concernant le projet que je trouve vraiment fascinant, puis surtout après en avoir discuté au tout début, je vois l'évolution, c'est vraiment fabuleux. Au niveau des concepts qui sont recensés et mis en relation. Donc, est-ce que c'est uniquement à partir du latin, ou bien est-ce que dans le projet, vous envisagez les différentes traductions dans les différentes éditions et une mise en relation de ces concepts, ce qui fait qu'à ce moment-là, évidemment, ça démultiplie les choses? Non. En fait, je pense que si on lit l'éthique, il faut la lire avec son livre. Et pour moi, le latin, il représente à la fois la communauté spinoziste, ce qui relie cette communauté dans mon image d'une communauté.
Et je pense que je ne parle pas latin, mais il y aura des versions de lecture dans toutes les langues. Et puis les personnes qui voudront approfondir, eh ben, ils iront acheter leur livre. Enfin, en tout cas, c'est pour moi l'idée du latin, elle est simple et puis aussi assez pragmatique, c'est-à-dire de mettre des traductions, ça demande des droits. Et alors, quand il y a 18 langues, ça devient vraiment... c'est déjà bien dense comme projet. Je pense qu'on ne m'en voudra pas s'il n'y aura que le latin. Alors peut-être qu'on dira que c'est élitiste, mais je ne pense pas, puisque moi je ne parle pas le latin. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comment ça peut résonner. Oui, j'observe que quand vous l'avez présenté tout à l'heure, l'éthique en 5 portraits ovales, sur votre présentation, mais peut-être vous pouvez le faire autrement aussi, on allait de la première partie à la 5e partie de droite à gauche, c'est-à-dire non pas dans l'ordre du latin, mais celui de l'hébreu. Et moi, la deuxième question que je voulais poser, c'était une précision, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce qu'il était envisagé de pouvoir recenser non seulement les références aux propositions les unes par rapport aux autres, ou aux concepts, mais aussi des concepts proches les uns par rapport aux autres, c'est ça En fait, dans le choix des philosophes, ça va créer une espèce de cartographie des propositions qui vont être commentées ou pas. Et je pense qu'il y aura cette possibilité de pouvoir voir instantanément les concepts les plus développés dans l'éthique. Après, dans le chemin de l'utilisateur, quand il va tomber sur une proposition qui va être commentée par plusieurs philosophes, et c'est déjà le cas, l'utilisateur pourra choisir soit de suivre un philosophe ou un autre, mais ces philosophes se croisent dans leur propre chemin. Donc en fait, à chaque fois, il pourra choisir entre suivre un philosophe ou continuer le chemin de ce philosophe qui va croiser un autre philosophe qui, lui, va développer un autre concept de l'éthique. Donc je pense que c'est ces possibilités-là qui seront intéressantes pour l'utilisateur de pouvoir, à chaque fois, continuer son chemin à travers ses commentaires. Ça fait penser un peu au tableau de Bruegel, quoi. On passe d'un jeu à un autre et on joue tous ensemble, en gros. J'ai un micro, merci. Ma question est posée aux artistes. Il n'y a pas, en ce très suggestif projet, les risques d'une soumission du percé au concept. J'ai pas compris. Et oui, les risques d'une soumission du percept, qui est l'utile principal de l'art, au concept. Et quand vous défendez de ces dangers. Je ne crois pas que je comprends la question, en fait. La question, c'est ça. Est-ce que en tant la question s'adresse aux artistes. Si tu n'as pas peur que ce système soumette le percept, la perception au sens artistique du terme, c'est ce que je pense à Cristina Inmente, et le concept... la perception au concept, c'est ça. Oui, oui. Non, mais moi, par rapport à un chemin artistique, c'est absolument pas mon intention dans ce projet. C'est-à-dire que moi, j'ai laissé mes oripeaux d'une certaine façon d'artiste pour rentrer dans ce projet. Donc, pour l'instant, moi, je navigue à vue. Donc, je me laisse porter par à la fois l'objet et aussi, évidemment, comment l'éthique va apparaître. Donc, ça ne me pose pas de problème de pouvoir... Enfin, c'est déjà fait, ça, je m'en fous. Enfin, si je puis... c'est quand même effectivement une question assez centrale. Parce que depuis l'origine du projet, on se positionne quand même entre quelque chose qui serait de l'ordre d'un objet d'étude scientifique, ou quasi scientifique, donc qui permettrait en fait quand même d'approcher l'éthique de façon
différentes, donc peut-être de découvrir quelque chose. Bon, évidemment, ça, on ne peut pas en préjuger, et la seconde partie qui serait, une seconde approche qui serait proche de quelque chose de contemplatif, plus artistique, où peu importe en fait. Il y a des choix qui vont se faire, artistiques, mais qui seront inhérents à vouloir mettre par exemple, les commentaires et les vidéos. Si on va rencontrer les gens et ce qui se coûte le plus cher, c'est pas juste pour se faire plaisir et voyager à travers le monde. C'est aussi créer une image qui pourra, sur la durée, durer. C'est-à-dire qu'on est en train le projet va produire plus de 200-250 heures de vidéo. Donc il faut que, dans la durée, les images qui vont être proposées soient, pour le coup, à chaque fois très pointues d'un point de vue esthétique pour pouvoir tenir sur la durée. Donc il y aura évidemment, il y a un savoir-faire, je dirais, qu'on va utiliser. Mais moi, encore une fois, je ne sais pas tout faire. C'est pour ça que j'ai une équipe. Et donc, c'est les gens qui m'accompagnent qui vont aussi amener au pot commun leur savoir-faire et leur esthétique. Et on verra bien de ce que produira l'objet. Mais on ne part pas, évidemment, on part de nos savoir-faire. Moi, j'ajouterais bien quelque chose à propos des questions qui ont été formulées tout à l'heure. C'est que l'un des intérêts, que ce soit un objet clos. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se présente sous la forme peut-être d'un DVD ou d'une application qui ne soit pas en évolution, c'est que ça permet de donner, au fond, une lecture datée de l'éthique. Voilà ce qu'on pense en 2014 de l'éthique. Bon. Et ça peut être intéressant, par exemple, que dans 100 ans, quand il y aura eu d'autres lectures, d'autres interprétations, peut-être d'autres découvertes ou d'autres démarches pour approcher les textes philosophiques, les gens revoient ce document clos en disant, bah tiens, voilà comment, à telle date, il ne faut pas avoir peur d'être daté, il ne faut pas avoir peur de passer de mode, au contraire, nous sommes des modes, comme chacun sait. Et pour revenir à la question sur l'esthétique, je crois que quand dans 100 ans, des gens verront cela, eux, ils n'auront aucune hésitation. Ils diront, c'est une esthétique des années 2010. Même si nous ne sommes pas encore conscients de en quoi c'est typique des années 2010. Eux, ils le seront tout à fait. Comme lorsque nous regardons des meubles ou des monuments de 1900-1920, même si eux, ils se voyaient très différents les uns des autres, nous voyons tout de suite l'unité qui est entre eux. Juste une petite chose, rien que ça, par exemple, cette image-là, c'est quelque chose qui fait date en un sens, parce qu'on ne l'avait jamais vu. Voilà. Ouvert ou pas d'ailleurs l'objet, parce qu'on peut laisser ouvrir un objet, puis l'objet s'épuise et il se date tout seul, j'ai envie de dire. Le jour où cette application sera désuète, qu'il y en aura d'autres, ou qu'on aura disparu sur notre planète, et bien la chose se sera épuisée toute seule, elle se datera toute seule. Je pense que la question de l'historicité de cet objet, elle est claire si on la regarde au vu de la petite histoire de l'informatisation des textes et des possibilités que ouvre tout simplement l'informatisation. Oui, je trouve personnellement l'initiative tout à fait enthousiasmante et fascinante, mais tout de même, je voudrais introduire un petit bémol, ou en tout cas un questionnement sur l'usage que vous avez fait de cette sorte de métaphore quand même ultra intéressante sur la question de l'image de la pensée, qui a même été développée avec d'autres mots, la cartographie de la pensée, etc. Et je me demande tout de même s'il n'y a pas là un certain abus de langage, parce qu'en fait, le fait de représenter la structure d'un texte à partir de données qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qu'on a un outillage hypertextuel, interactif, fascinant, intéressant et hyper utile, mais en fait, ça n'est qu'une certaine façon d'aborder la pensée qui est dans ce texte. Et il y en aurait 100 ou 1000 autres.
Et donc ça me fait penser aussi à, même si c'est tout autre sujet ou un ordre d'idées, c'est un peu il y a un abus de langage un peu du même genre qui est fait aujourd'hui dans les sciences cognitives. Aujourd'hui, on a un développement de l'imagerie cérébrale fonctionnelle tout à fait impressionnant, avec des développements constants. Et là où aussi on parle d'une image de la pensée, c'est-à-dire qu'on voit le cerveau en fonctionnement, on teste, on dit quelque chose à quelqu'un et on voit des choses se passer dans le cerveau et on a des images tout à fait impressionnantes. Et c'est vrai qu'on a une certaine forme d'image de la pensée. Comme là, on a une certaine forme d'image à penser, mais tout de même, dans les deux cas, je pense qu'il y a en tout cas, il y a un questionnement sans fin et abyssal, et je pense qu'on est assez loin quand même, et on sera toujours très très loin de qu'est-ce que c'est qu'une image de la pensée. Parce que par exemple, je ne sais pas, il y aurait d'autres façons de créer évidemment des représentations de ce qui se passe dans ce texte et dans la pensée de Spinoza, je ne sais pas, en suivant le lien de la manière dont la question de la liberté se nuance, se construit, déconstruit dans le texte. Je ne sais pas, enfin, je pourrais imaginer d'autres. Mais comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est-à-dire que je pars de l'idée de développer, de voir une structure de l'éthique, et donc cette structure est liée aux connexions entre les items. Donc mon point de départ, il est là. Effectivement, il y a d'autres hiérarchies dans ce système, je ne remets pas en question le projet. Hein. Non, mais je réponds à votre question. Enfin, ce qui a pu l'accompagner à un certain moment, c'est-à-dire cette métaphore qu'il a pu l'accompagner sur la notion d'image de la pensée, quoi, qui serait accessible. Oui. Non, mais moi, attendez, Lorenzo, si je peux dire un mot. Moi, il me semble que c'est d'ailleurs en ça que le projet est au fond très daté non seulement pour toi, mais pour nous. C'est que ce projet en tant que tel, c'est une visualisation guéroultienne. Ça consiste à dire, au fond, que l'important dans l'éthique, c'est sa structure. C'est sa structure qui connecte entre eux les théorèmes, etc. etc. C'est la lecture de Guéroult. Après tout, il y a des tas de commentateurs qui ont dit que la structure de l'éthique n'a aucune importance. C'est pas la lecture d'Alquier, par exemple, c'est pas celle d'un certain nombre d'autres. Choisir de représenter, parce que finalement, là, en tant que tel, il n'y a pas d'interprétation de tel ou tel passage. Mais ce qu'il y a, c'est une représentation de la structure argumentative en tant qu'elle est actionnée par les théorèmes, leur démonstration, le lien entre un théorème père et un théorème fils, etc. etc. Or ça, c'est la lecture de Guéroult. Ça revient à dire que la philosophie, pas seulement celle de Spinoza, c'est un monument qui vaut essentiellement par son architecture, son architectonique. Donc, avant même de pénétrer dans une interprétation, le simple fait de faire ça, je dirais, c'est une lecture guéroultienne. Je peux ajouter juste une chose. Je pense qu'on se trompe sur les mots. Ça, c'est pas l'équivalent de l'imagerie cérébrale. Il faut être très clair. C'était la même chose. Ben si, à un moment donné, il y a l'imagerie cérébrale, c'est autre chose. L'imagerie cérébrale, c'est l'image de ce qui se passe dans le cerveau. C'est pas l'image de la pensée. Non, d'un point de vue spinoziste, ça ne fonctionne pas, ce parallèle, cette analogie. Donc, en revanche, sur cette question, c'est bien une image de l'éthique. Après, on peut discuter si l'éthique est une image de la pensée ou pas. Ça, effectivement, ça a un sens d'un point de vue spinoziste. Mais dire que l'imagerie cérébrale est une image de la pensée, ça, Spinoza dirait, attendez, vous n'avez rien compris au parallélisme à la théorie des attributs. Non, mais je pense que dans le cas de l'imagerie cérébrale, l'abus de langage est manifeste. Mais de la même façon ici, je pense qu'il est manifeste. On a ici une image de la structure d'un texte. On n'a pas ici l'image d'une image de pensée. Oui, d'ailleurs... On a l'image de l'image c'est pas du tout de la pensée, si vous voulez. Moi, je ne remets pas en question le bien fondé de travailler sur la structure du texte de l'éthique. Ça me paraît vraiment incontestable. Et la manière dont c'est fait, ça me paraît tout à fait louable. Mais simplement, je mets un peu en garde, si vous voulez, sur le fait qu'enfin on aurait une sorte comme ça on pourrait saisir quelque chose d'une sorte d'image de pensée, alors qu'en fait il y a tellement d'autres façons de l'appréhender et c'est pas forcément, alors voilà, c'est un outillage, mais dans quel sens c'est un outillage? Mais si je peux me permettre, ce qui a abouti à cette forme-là, je ne crois pas que ce soit la volonté de trouver une image de la pensée présente dans l'éthique. Ce qui a abouti à cette forme-là, c'est plus des critères en fait, de navigation, vraiment d'offrir en fait à la fois une image intéressante, mais une forme non interprétée comme image de la pensée, une forme à la limite autonome qu'on peut d'ailleurs créer sans se référer précisément à l'éthique, enfin qu'on pourrait. Bon, en l'occurrence, elle est quand même très liée puisque chaque segment a un sens vis-à-vis de ce texte.
mais elle est d'abord conduite par, je dirais, des notions, des contraintes d'ergonomie, en fait. Voilà, c'est d'abord ça. Ouais. D'ailleurs, la première version du graphique, il y avait toutes les définitions qui étaient les unes, c'est-à-dire que les cercles étaient beaucoup plus denses et beaucoup plus grands, et la lisibilité était beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous avons opté pour pour chaque partie, 2 cercles, dont le premier cercle visible qui serait les propositions, les définitions, et ensuite les deuxième cercle serait effectivement les scolies, les corollaires. Donc la visibilité, elle est aussi, oui, d'une façon de travailler à rendre et de partir, de rentrer par un point dans l'éthique, quoi. Donc voilà, mais c'est pas du tout une volonté d'en faire une image d'une pensée. Du tout. Oui, si on est spinoziste jusqu'au bout, mais on n'est pas obligé de l'être, dans la mesure où il y a d'images que des corps, il n'y a pas d'image proprement de la pensée, qui, elle, serait inétendue. Donc c'est vrai que, du point de vue spinoziste, dire qu'on va donner une image, même une image déterminée de la pensée, ce serait presque une contradiction. Et c'est pour ça que cette expression deleuzienne, je ne sais pas jusqu'où elle est applicable dans le monde spinoziste. Mais... oui, elle est très négative, exactement. C'est une opinion. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on utilise un livre, et tu as bien dit que ce n'était pas du tout exclusif de l'usage du livre, on est quand même dans la perception visuelle du texte. Moi, je sais que je me repère dans ma petite Bible, dans mon édition, visuellement aussi. Sans doute parce que j'ai aussi une mémoire visuelle meilleure qu'une autre mémoire. Donc je me dis, ah oui, ça c'est là, ou c'est à tel passage, ou c'est en face de telle expression latine. Et donc je me repère dans le livre, pas seulement conceptuellement, mais aussi visuellement. Et il y a une interaction entre le percept et le concept, sans peut-être qu'il y ait de soumission de l'un à l'autre. Alors ce que je trouve intéressant là, c'est que ça va donner une autre image du texte, avec sans doute d'autres repères. Alors c'est beaucoup plus complexe, parce que c'est dynamique, mouvant, mais je ne dirais pas que c'est évolutif, d'après ce que j'ai compris. Il y a une structure ferme, ça ne peut pas devenir n'importe quoi. On va sans doute mettre du temps à en faire le tour, à trouver tous les points de vue à partir desquels on peut aborder ce texte. Mais du coup, on va pouvoir aussi avoir des repérages visuels sur le texte qui sont autres que dans un livre. Et c'est vrai que quand on travaille sur un texte qui est dans un livre, on travaille visuellement aussi sur ce texte. Et j'ai l'impression que là, on a aussi cette approche visuelle, avec bien sûr cette dimension esthétique qui n'est pas du tout contradictoire avec la dimension pédagogique, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, l'articulation percept-concept, il existe dans un livre déjà. Et là, il va peut-être exister autrement, et de manière, je trouve, très intéressante. Mais moi, à la fois, qui me fascine et qui me fait peur, parce que je me dis, mais comment je vais pouvoir entrer dans cette chose-là? Mais on a envie, quoi. On a envie d'y être, de l'utiliser. Bon, sur l'image de la pensée, on développera, mais il y a, sur la question de l'union du corps et de l'esprit, l'image de la pensée, ce n'est pas une image objective de la pensée, c'est l'image qui accompagne chaque pensée, au sens vraiment de la théorie de l'union de l'âme et du corps chez Spinoza. Et ce que tu dis là se prolonge dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu dis « je pense avec de ma petite Bible, je me repère, etc. », mais effectivement, tu penses en accompagnant tes pensées précisément de ce parcours qui est tout à fait physique, matériel, et qui fait que tu produis telle et telle idée, etc. Même topo ici. C'est exactement ce qui va se passer ici, sauf qu'on est moins visuellement, corporellement, on est moins habitué à manier un outil de ce type. Ça fait peur, on se dit, ouais, moi je suis habitué à mes plages, je sais qu'à la troisième partie c'est à peu près là, tu as tes repères. Effectivement, le repère est purement virtuel, c'est ça qui peut faire peur. Mais sur le fond, c'est-à-dire des rapports de cet accompagnement du corps et de l'imagination, on va dire, puisque l'image vous gêne, mais de l'imagination et de ce que la pensée pense, ça ne change absolument rien. C'est une transformation, ou plus exactement une modification technique qui produit
Alors là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'elle produit? C'est ça la question. C'est pas qu'il n'y a pas d'image de la pensée, que ce soit négatif ou positif, c'est pas du tout le problème. C'est qu'est-ce que produit en termes conceptuels, découverte, disait Philippe, pourquoi pas, on ne sait pas. On sait qu'il y a une modification qui se produit. Elle est autant matérielle, on est en droit de penser que peut-être elle peut être aussi mentale. C'est tout ce que je dis. Après, et encore une fois, c'est pas un objet qui va se substituer au livre. Ça sera un autre support qui permettra une autre façon d'avancer dans ses études sur Spinoza. Bon, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Pascal. Enfin, je m'excuse d'intervenir tout le temps, mais sur la question du texte de l'éthique, je commence à avoir pas mal de choses à dire. À propos du rapport texte-image, c'est évident que même dans les versions papier de l'éthique, bien sûr, il y a déjà des choix d'ordre image qui sont faits. Il suffit de regarder les éditions du XVIIe siècle et les nôtres. C'est très clair que la typographie est différente, que la typographie suffit à dater un texte. Quand on regarde un texte, une édition de l'éthique, l'édition allemande des années 1850-1900, ou bien les éditions du XVIIe siècle, ou bien les éditions actuelles, la disposition même du texte n'est pas la même, les choix ne sont pas les mêmes, et il arrive même qu'on fasse, alors je regrette beaucoup que Steinbacher et Ackermann qui ont travaillé là-dessus ne soient pas là aujourd'hui, mais si vous regardez l'édition de Gebhardt qui date de 1924, vous avez parfois l'impression de regarder une édition du XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de ce qu'on appelle une typographie allusive, c'est-à-dire de choisir un type d'impression, un type de typographie qui étant en décalage par rapport aux typographies de son époque et qui imite, mais qui imite seulement, qui ne reproduit pas telle quelle, la typographie du XVIe siècle. Ce qui fait que quand on s'y connaît un peu en histoire de l'imprimerie, on repère tout de suite que ce n'est pas quelque chose du XVIIe, mais que c'est quelque chose du XXe, imitant d'une certaine façon le XVIIe. Et ça renvoie justement à ce qui est la position philosophique, qui est presque politique propre de Gebhardt. Et si on va un peu plus loin que la typographie, quelque chose qui est à mi-chemin entre l'ordre du texte proprement dit et la disposition typographique du texte, la ponctuation, nous ne ponctuons pas l'éthique aujourd'hui de la même façon qu'on l'a ponctuée au temps de Spinoza. Quand vous rencontrez deux points dans les éditions du XVIIe siècle, c'est l'équivalent de ce que nous appelons maintenant un point-virgule. Ce n'est pas deux points, je vais expliquer. Et il y a beaucoup de contresens qui sont faits sur les textes du XVIIe siècle parce que les lecteurs aujourd'hui ne sont pas au courant de cette histoire de ponctuation. Alors là, la ponctuation, c'est vraiment l'endroit où viennent se croiser la pensée et la disposition dans l'image. Bien que, comme on sait, les attributs ne se croisent pas. Absolument. Non, mais merci à Pierre François, parce que par le menu, il montre l'historicité des modalités dans lesquelles la pensée se transmet, en tout cas le sens d'un texte, puisque l'idée de pensée vous gêne. Mais pour rester vraiment, pour ceux qui s'occupent de l'édition, c'est évident qu'il y a une historicité même. Spinoza le savait très bien avec la Bible. Enfin, il s'était posé toutes ces questions. Bon, voilà. Je voulais juste, je vais poser une question en béotienne et à cause d'un percept justement que j'ai eu en voyant l'image apparaître tout à l'heure, que vous avez fait apparaître au tout début, donc cette espèce d'hélice avec les différentes parties, et qui m'a ramené très loin en arrière quand j'apprenais à faire des vissages en terminale, en mathématiques. Et où d'un seul coup je me suis dit, mais alors voilà, la représentation de cette démonstration qui choisit de parler de tous ces affects sur le modèle d'une démonstration mathématique, ça produit pour moi cet imaginaire d'abord du vissage d'une certaine application de mathématiques, une fonction qu'on apprend en terminale. Et puis dans un second temps, j'ai été prise par ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on était dans la lecture hébraïque et pas dans la lecture latine. Et dans un troisième temps, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un vissage, il s'agit d'une toupie. Et la question de la toupie, c'est un objet qu'on utilise pour des fêtes joyeuses et aussi pour ouvrir. Il y a quelque chose du hasard. Et puis dans un quatrième temps, je me suis dit, ah mais c'est comme dans la Bible, il y a des effets de nombres qui ont des enjeux symboliques. Et du coup, j'étais dans une espèce de méli-mélo très rapide, comme ça, de différents percepts, de différentes associations. Et j'ai l'impression que s'il y a une dimension artistique
à produire immédiatement cette image qui, à mon avis, est plus effectivement l'image du texte en tant qu'il a choisi d'être écrit, enfin que Spinoza a choisi de l'écrire sur ce mode de la démonstration. Alors il y a plein de choses qui se passent en même temps et qui vont être très ouvertes, j'imagine, par le fait que les philosophes, ils vont parler et qu'ils vont être dans cette logique de la parole en tant qu'elle est extrêmement ouverte sur de multiples possibles. Et donc j'ai l'impression qu'il y a immédiatement l'association qui est dans le texte de Spinoza, d'une démonstration extrêmement rigoureuse et qui nous est donnée à voir quand même sur ce modèle, une modélisation, et en même temps de parler d'affects qui depuis ont été travaillés, enfin les passions tristes et les passions qui sont du côté du désir. Évidemment que ça pose toutes les questions qui ont été posées d'ailleurs en partie dans la matinée. Et du coup moi j'ai l'impression que c'est pas du tout fermé, que c'est plutôt extrêmement ouvert et extrêmement enthousiasmant de savoir que justement vous allez le parler en plus avec toutes sortes de personnes. Et donc voilà, je voulais poser la question, est-ce qu'à votre avis, cette représentation quand même a à voir avec le mode de démonstration qu'a choisi Spinoza, et est-ce que ça prouve qu'il était dans une rigueur extrême dans la manière d'agencer l'ordre de ce que vous avez appelé les différentes scolies? Bon, moi j'y vois plutôt une spirale, mais bon, là, pour le coup, c'est le genre de questions que cet objet peut donner lieu. Après, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Et surtout, et pas de vérité à tirer de ce type d'analogie. Je ne saurais pas. On avait discuté sur la question du cercle fermé, du cercle ouvert, puis finalement, Patrick a décidé de l'ouvrir, et je pense qu'il a eu raison. C'est Vincent. C'est Vincent, pardon. Mais c'était aussi... mais bon, il y a eu une discussion là-dessus. Pourquoi on choisissait le cercle plutôt qu'une figure? Donc, comme disait Pierre-François, il y a des choix. Ça aussi, c'est une forme d'édition en un sens, vous avez bien compris. Donc, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Il ne faut pas non plus en faire une métaphysique absolument, y voir des figures mirabilis, comme on a dit, de la spirale, précisément, qui serait peut-être l'infini, bon, voilà, le cercle, avec toute la symbologie qu'on peut en tirer. Je pense que là, Spinoza serait vraiment très, très prudent sur ce type de considération. Mais pourquoi pas, puisque l'objet les convoque, les provoque plus exactement. Petite note à ce propos. Vous avez dû voir, à un moment, j'ai mis une autre image, en fait. C'était un plan. C'était un petit peu moins fluide, etc. Ça fait partie des premiers essais qui ont été faits donc, pour rentrer dans cet objet informatique. Et en l'occurrence, c'est assez anecdotique, mais c'était quand même conduit par l'idée en fait, de représenter le plan d'immanence, en quelque sorte. Enfin, dans l'idée, il y a une espèce d'analogie. Mais bon, finalement, ça ne marche pas tant que ça quand on veut faire un objet qui soit utilisable sur un écran. Et on en est pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des raisons très simples d'ergonomie. Après, il y a des évidences. De faire apparaître de façon assez claire immédiatement les 5 parties de l'éthique, ça paraît être assez évident. Donc l'idée après de faire des anneaux qui sont un peu spiralés effectivement, puisqu'ils sont ouverts et puis, comme vous le voyez, ils ne sont pas uniquement ouverts, mais ils ont un échappement en vertical, donc ça évoque effectivement le début d'une hélice suivant un cône, enfin bon. Ça c'est un petit peu esthétique, mais c'est aussi lié à la façon dont on peut tout simplement sélectionner les textes à l'aide de la souris ou d'un autre pointeur. Enfin, bon, il se trouve qu'en plus, c'est intéressant à essayer de représenter informatiquement, donc faire des calculs géométriques. Ça c'est intéressant aussi. Derrière, il y avait juste répondre. Je voulais juste. J'étais heureux de savoir que ton esprit déambulait déjà à partir juste de ce graphique et pour le coup, comme je l'ai dit, j'ai envie que cet outil soit effectivement non captivant et que la pensée soit toujours vive et déambule et soit nomade. En même temps, pourquoi l'immanence serait plate plutôt qu'à n dimensions? Vous voyez, c'est le genre de... Voilà. Bon, on devait reprendre. Il y a encore une question? Alors,
Attendez, s'il te plaît, pour que les dernières questions soient brèves, je rappelle qu'en principe, on doit reprendre à 14h. Bon, cela dit, ça regarde celui qui présidera la séance d'après-midi. Moi, je suis innocent de cette histoire. Alors, peut-être on pourrait reprendre à 14h30. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Mais attendez, il y a une question. 14h30. Juste une question. Plus qu'une question, c'est un commentaire dont je ne sais pas s'il est pertinent. Est-ce que vous savez donc quelle est l'histoire du concept d'hypertexte? C'est un philosophe, Ted Nelson, qui a écrit un livre très ambitieux, je crois, il était jeune, La raison, l'histoire, quelque chose comme ça. Et il avait du mal, il trouvait que ses idées étaient emmêlées. Et alors, il a suivi un stage d'informatique chez IBM au cours de l'été 1960. Et là, il s'est dit, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Avec ces ordinateurs, je vais essayer de démêler toutes ces idées. Et il a dit, je vais faire ça dans les 2 ans qui viennent, et ensuite j'écrirai mon prochain livre. Et puis, il n'y est pas arrivé. Alors, au bout de 2 ans, comme il n'avait rien, il s'est dit, je vais essayer de faire autre chose. Plutôt que de démêler les concepts, je vais prendre un texte, et puis je vais essayer de faire des liens sur les textes. Et c'est un texte augmenté, et j'appellerai ça l'hypertexte. Et il a publié ça en 1965 dans une conférence d'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est une espèce de retour de l'hypertexte vers ses sources qui étaient philosophiques. Merci.